la pleine lune du 5 février 2023. Bien sûr, 5 février, c'est tout juste avant, donc se déroule tout juste avant la Saint-Valentin 2023. Donc, pas vraiment de surprise, nous allons parler d'amour dans cette vidéo. Effectivement, les aspects de la pleine lune sont très propices à parler du sujet. Il y a deux carrés très importants dans les aspects de cette pleine lune. Le premier, bien sûr, Mars-Vénus. Très souvent autour de la Saint-Valentin, il y a des aspects forts entre Mars et Vénus. C'est le cas encore une fois cette fois-ci. Ça donne souvent comme ça depuis plusieurs années. C'est très spécial. Et voilà que cette fois-ci, on a Vénus en Poisson, carré Mars en Gémeaux. Donc un aspect très important qui nous parle bien sûr d'amour à cause que c'est la Saint-Valentin. L'effet est là, c'est évident. On va le développer celui-là. Je vous en nomme un autre tout de suite. L'autre carré en fait. Et c'est un ensemble, hein. Il s'agit d'un T-square, là, un carré en T, un grand triangle rouge fait de deux carrés qui viennent d'Uranus en taureau et qui fait carré à la pleine lune elle-même, donc au soleil en verseau et à la lune en lion. Tout ça en plein milieu de ces signes fixes, de ces trois signes fixes, hein? Soleil au milieu du verseau, Uranus au milieu du taureau et la lune au milieu du lion. Donc ça, c'est l'autre carré comme tel, mais c'est un carré hanté, donc un double carré d'Uranus avec la pleine lune. Ça veut dire avec les luminaires eux-mêmes. Voilà. Ce sont les aspects principaux. Il y en a d'autres, mais la plupart des autres, là, ils vont bouger, ils vont gagner en force, ils vont se manifester davantage plus tard. Donc pour l'instant, ceux qui sont très agissants, ce sont ceux que je viens de nommer là. Donc, allons en profondeur maintenant dans l'interprétation de ça pour tous, hein, un travail à faire intérieur avec ces aspects, ces forces du ciel qui nous sont offertes pour cette fameuse pleine lune du 5 février. Alors, Mars et Vénus, dans leur carré, qu'est-ce qu'ils disent? C'est Vénus qui est en Poisson, et donc on voit que c'est cette force d'amour en Poisson. On sait qu'on est en train de sortir de l'ère des Poissons, et donc c'est une force d'amour des Poissons qui est comment la force d'amour des Poissons? Bien, Vénus en Poisson, elle est exaltée. Mais dans l'énergie qui sort de l'ère des Poissons, on va voir que c'est un amour qui est très large, très vaste, comme l'océan. C'est un amour qui est grand, grand comme l'océan, très vaste. Et d'ailleurs, ça fait référence à cette ouverture, cette espèce de libération là, de l'amour, de la sexualité. Vous savez, le mouvement Peace and Love qu'il y a eu, mais tout ce qui en découle depuis, où il y a une grande, grande libération de cet espace, de la sexualité, de l'amour. Et voilà la Vénus en Poisson qui est dans un espace qui est un peu flou, un espace qui est un peu vague comme ça, mais qui est très grand. Le bon côté, c'est que ça a ouvert le sujet et maintenant il n'est plus, on va dire, comme coincé. Mais le côté maintenant difficile à gérer, c'est très simple, c'est que maintenant que le point de vue clair, la façon de gérer, de comprendre ses forces, ben, elle n'est plus tellement là. Maintenant, c'est une liberté quelque part, en parenthèse évidemment, une forme de libération. Donc, tout est possible, tout est permis, tout est ouvert, mais on ne comprend pas nécessairement ben, comment est-ce que cette force fonctionne. Et quand tout est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des relations Mars-Vénus, Mars étant la force masculine d'amour en général, Vénus la force féminine d'amour en général, là, dans ce jeu de ben, justement, de Saint-Valentin, hein, des amoureux, eh bien là, voilà, ce carré, pourquoi? Parce que, comme il y a cette forme de liberté, entre autres, on va ressentir quelque chose qu'avant, on ressentait de façon moins précise, peut-être moins évidente, c'est celle d'aimer plusieurs personnes. Hein? Vous le savez, les couples fidèles, c'est extraordinaire. Et vraiment, c'est sublime, là. La fidélité, c'est fantastique. Mais maintenant qu'il y a une libération au niveau de l'amour, eh bien, c'est comme maintenant plus nommé, plus connu, plus évident que on va aimer plusieurs personnes. Et ça, pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour les conditions, pas juste la jeunesse, hein, pour les conditions actuelles, nous ne sommes pas habitués à travailler avec ces forces-là. Comment est-ce qu'on fait pour aimer plusieurs personnes alors que dans le comportement, en général dans l'éducation, en tout cas pour la jeunesse, très souvent dès qu'il y a question d'amour pour la jeunesse, où est-ce que ça s'en va? Eh bien évidemment dans les relations sexuelles.
très, très souvent. En tout cas, relation de couple, et très, très, très souvent, la jeunesse qui va être montrée par rapport à l'amour, ça va être d'aller vers ça, d'aller vers un échange qui inclut la dimension de couple, qui inclut la dimension aussi sexuelle directement. Et donc, à un moment où il y a libération de l'amour, où on sent un amour envers plusieurs personnes, qu'il y ait ce réflexe encore, je dirais un peu archaïque, là, d'aller tout de suite positionner ça vers un échange sexuel, un échange de couple, ça, c'est là que la Vénus en Poisson ressent la tension du carré de Mars en Gémeaux, qui lui aussi ouvre. Ces deux signes, ce sont deux signes qui ouvrent énormément. Le Poisson, il ouvre grand comme l'océan, puis le Gémeaux, lui, ouvre à aller un peu partout, papillonner un peu comme ça. Et donc, ça amène, ça, ce carré, exactement cette force qui existe tout à fait dans la société maintenant, que oui, l'amour, il y a une ouverture, il y a une libération, et dans le Mars, il y a possibilité d'aller comme ça, vivre toutes sortes de relations. Et ça agit aussi pour tous ceux qui sentent, voilà, de l'amour euh, de toutes les façons possibles. Vous le savez, toutes les sortes de relations. Moi, je m'identifie à telle chose, telle chose, telle chose. Je m'identifie à aimer telle sorte de personne, etc. Toutes ces nuances-là qui existent dans ce domaine, ah ben voilà, voilà. Et on nomme pourtant le couple et les échanges sexuels dès qu'il est question de ça. Alors qu'en réalité, il y a, il y a un monde derrière l'amour. L'amour n'est pas que des échanges sexuels. L'amour n'est pas que des couples, évidemment. Et là, on est en train de tâcher de définir dans la société toutes les sortes de couples différents qui existent, à quoi je m'identifie sexuellement, etc. Moi, je me définis mon identité, tout ça. Et il y a des complications absolument incroyables. Et beaucoup de ça est basé sur le fait que dès qu'il y a amour dans la société d'aujourd'hui, on va relier ça à quoi? La sexualité, la dimension du couple, mais tout de suite. Très spécial comme réflexe, on ne le nomme pas si souvent, mais simplement, en réalité, quand on y pense, c'est normal d'aimer beaucoup. Je sais, c'est une phrase que je répète souvent hein, de Jésus, qui avait dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Eh bien, ça veut dire qu'on devrait aimer toute l'humanité. Imaginez, et on va vers ça évidemment, puisque c'est quelque chose qui nous a été donné, donc on va vers cet amour-là. Imaginez si on se met à aimer toute l'humanité, mais qu'on garde le même espèce de petit cliché en dedans que dès qu'il y a beaucoup d'amour, ça doit être une relation là, sexuelle, couple et tout ce qu'on veut, peut imaginer, couple ou pas couple, ou tricouple, ou je ne sais pas tout ce qui existe là-dedans, mais vous comprenez l'idée là. Si, dès qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, eh bien, le seul réflexe qu'on a, c'est d'aller coller l'espèce de relation qui insinue couple et sexualité, puis après, on a plein d'espèces de sortes là, qui émergent là-dedans, eh bien, ça va être très, très compliqué. Jamais nous n'arriverons à vraiment aimer l'humanité. Et après, on fait semblant que ces phrases-là, c'est pas vraiment d'aimer, en fait, c'est endurer, c'est être capable de supporter, qui ne nous dérange pas le reste de l'humanité, des choses comme ça. Mais on oublie qu'il était vraiment question d'amour au départ. Et donc, à la lumière de ça, ça c'est juste la situation du carré Mars-Vénus. Je crois que je l'ai assez bien exposé, je ne vais pas trop m'allonger là-dessus, vous comprenez bien l'idée. Alors, qu'est-ce qui vient agir sur ce carré dans cette période de février, là, de Saint-Valentin, etc.? Eh bien, c'est Uranus en taureau qui fait ses carrés à la pleine lune elle-même au luminaire. Donc, c'est Uranus qui se charge d'aller pousser les nouvelles lignes. C'est lui qui vient montrer la ligne. Et voilà, c'est cette force-là. C'est pour ça que j'ai nommé d'ailleurs encore cette phrase de Jésus, parce que Uranus, vous le savez, moi je le dis depuis quelques fois, dans ses côtés les plus élevés, il y a cette lumière christique, cet amour christique-là, c'est une force uranienne. L'amour christique, c'est en astrologie relié à la planète Uranus. Et donc, on parle d'amour, il y a cet amour christique derrière Uranus, et donc, on sait que c'est Uranus qui est en train d'agir, puisque c'est lui qui fait le méga carré à la pleine lune. Hein? On l'a bien décrit au début, ça. Et donc, ce méga carré-là, c'est lui qui vient donner, si on veut, l'enseignement, le message par rapport à la situation qui est décrite dans le carré Mars-Vénus, où Vénus en poisson est dans cette espèce de flou et Mars qui papillonne. Vous comprenez un peu là où est-ce qu'on s'en va?
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'Uranus vient apporter dans tout ça? Vous le savez, la plupart ont vu la vidéo au sujet de l'année 2023, que moi j'avais appelée la croisée des chemins. Et étrangement, depuis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, certains oui, surtout ceux qui sont dans le parcours astrologie.life, eh bien, on parle de plus en plus de cette énergie, de ce concept de la personnalité ou l'ego, et du concept qu'on peut appeler aussi soit l'individualité ou la nature supérieure ou le moi supérieur de l'être humain. Et la croisée des chemins, entre autres, eh bien, vraisemblablement, il y a une partie que c'est ça, puisque ça revient sans arrêt, là, astrologiquement, c'est un sujet qui revient énormément. Eh bien, là, encore une fois, on va aller regarder ce sujet de l'amour sous cette lumière de cette croisée des chemins entre le chemin, bien sûr, de l'ego et le chemin de ce moi supérieur. Et on va voir la différence. On va voir les différences qu'il y a derrière. Alors, évidemment, en ce moment, sur Terre, quand on regarde avec ce point de vue de l'ego, eh bien, c'est là que justement, la sexualité se met tout de suite sur toute forme d'amour, qui est fort, il faut que ce soit intense, hein, en général. Il y a une intensité d'amour, on sent qu'il y a un échange puissant, il y a quelque chose qui nous appelle, on sent l'âme sœur, on sent des choses, et ça y est, on relie ça tout de suite à la sexualité, à un niveau d'échange qui est relié justement au couple, à la relation, qui parle de justement tout ce grand chapitre de fidélité, etc. Et voilà qu'on va coller ça sur toute relation où on sent beaucoup d'amour. Ça, ça se passe quand justement nous nous trouvons dans cet espace de l'ego, et je comprends que ça arrive souvent puisqu'on est souvent dans l'ego, c'est très normal. Et je ne parle pas de l'ego juste de façon péjorative, juste de l'orgueil, pas du tout. Je parle de l'ego d'une façon globale, c'est-à-dire ce qu'on peut aussi appeler la nature inférieure de l'être humain, sans être péjoratif du tout, encore une fois. On va parler bien sûr de tout ce qui touche le corps physique, émotionnel, mental, simplement. Et donc voilà, c'est un espace énorme, on est souvent dans ça, c'est normal. Et bien sûr, quand il y a de l'amour là, eh bien, ça a tendance à éveiller tous ces centres dans ces espaces, et voilà ce qui prend place. Mais Uranus, lui, il vient en plus en taureau, dans un signe qui est gouverné par Vénus, un signe généreux, très concret, matériel, mais il vient là transformer des choses et amener cette force uranienne qui ne supporte pas les stagnations et qui fait en sorte que tout ce qui stagne dans cet espace doit être changé. Au moment de cette pleine lune du 5 février, c'est cette force d'amour où on dit cette force d'amour vénusienne en taureau, parce que c'est Vénus qui est en poisson, vous voyez le lien, qui vient être transformée comme ça, parce que le Uranus, c'est carré au luminaire, c'est qu'on met en lumière ça, et le Soleil est en Verseau, donc c'est encore une fois des valeurs Verseau qui descendent. Nous sommes dans l'entrée dans l'ère du Verseau, donc c'est une pleine lune spécialement importante, celle où le Soleil se trouve en Verseau, évidemment. Donc, vous voyez tout ça? Et donc le Uranus, il vient dire, très bien, je comprends que pour l'instant l'humanité, elle a eu cette espèce de libération de l'amour, c'est très bien, au moins on voit plus clair, on peut commencer à utiliser le sujet. Bravo, belle étape. Mais là, il vient dire, il y a des niveaux d'amour qui touchent la nature supérieure qui existe. Et ces niveaux d'amour-là, ce sont bien sûr eux qui nous permettent d'aimer l'humanité entière. Jésus, comment est-ce que l'on imagine qu'il a aimé l'humanité au complet? Quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, eh bien évidemment que lui, il aimait l'humanité du point de vue de la nature supérieure, de son moi divin, on pourrait dire, de cet espace-là. Évidemment que le secret est là. Et Uranus, il vient dire, c'est très bien la libération de l'amour, mais elle demande que l'étape qui vient juste après, c'est de se relier à cette nature supérieure. Ce n'est pas d'arriver à créer toutes sortes de catégories d'amour dans l'ego qui va se compliquer, mais à l'infini, là. Là, c'est la tour de Babel, mais jusqu'au bout de la ligne, là, c'est parce qu'il y en a plein après. Parce qu'on va toujours pouvoir demander des petites différences, etc., exiger ça au nom de l'amour, au nom de la liberté de l'amour, etc. Mais on s'enlise dans quelque chose qui n'a pas de limite dans cet espace-là. Ce qui est demandé avec tout ce qui émerge en ce moment, c'est Uranus qui le pousse et qui le demande, hein, c'est d'amener ça dans des plans qui touchent la nature supérieure.
Et donc, quand on vit comme ça, toutes sortes d'états d'amour avec plusieurs personnes. Exemple, nous sommes en couple, mais voilà qu'on vit un amour très puissant avec d'autres personnes. Avant, c'était un peu refoulé, c'était un peu caché, on faisait semblant que non, on l'oubliait le plus vite possible. Maintenant qu'il y a la libération de l'amour, on le vit. Et certains vont avoir des aventures extra-conjugales, il y en avait aussi avant évidemment, mais là il va avoir ça, et puis il y a toutes sortes d'autres options qui commencent à naître. Bien, ils ont vu le jour, ça fait longtemps, hein, mais ils commencent à être de plus en plus exprimés. Et l'amour, le sujet d'amour, d'attraction aussi sexuelle, tout ce sujet-là est en train de devenir de plus en plus extériorisé. Et en réalité, il est question de quoi? Vous le savez, la force sexuelle fait partie de l'expression de l'énergie qu'on pourrait appeler Kundalini ou de cette énergie sacrée qui est en l'être humain enraciné et qui vient se manifester après dans toute la colonne des chakras. Donc évidemment, l'ego, qu'est-ce qu'il est habitué de faire? Deux choses principalement avec cette force. Soit ça va directement dans la sexualité, le chakra de la sexualité, les organes sexuels et tout, ou aussi souvent, ça va être dans la parole, le chakra de la gorge ou tout le chakra qui touche le monde de la parole. Et il y a beaucoup de paroles comme ça qui sont perdues, qui sont comme ça gaspillées. Et voilà. Donc, deux tendances énormes de l'ego d'utilisation. Mais évidemment que si on commence à se poser la question, et cette nature divine en nous, et si on donnait une place à cet espace-là? Et si la croisée des chemins de l'année 2023, c'était commencer à donner une place à cet espace, et spécifiquement là, dans le sujet de cette pleine lune du 5 février, dans l'espace de l'amour. J'aime quelqu'un, un grand amour se montre. Est-ce que nécessairement ce qui doit arriver, le résultat de cet amour doit être une relation de couple, voire sexuelle, mais qui implique toutes ces choses-là, là, qui est autour du couple et de la sexualité, puis qu'on rentre dans tout ça. Ou si c'est pas couple, parce qu'on est déjà en couple, ben justement, où est-ce qu'elle va cette relation-là? Et voilà, se poser la question, est-ce que ça doit être une relation qui pousse vers le domaine du couple et de la sexualité? Ou on peut les séparer aussi, hein? Si on les sépare, pas de problème. Je sais qu'il y a là des façons de voir ça, il y en a beaucoup. Donc, chacun le prend comme c'est pour soi-même, hein, le comparatif. Donc, est-ce qu'il faut absolument pousser ça dans cette région? Est-ce qu'il faut absolument le refouler parce que je suis déjà en couple, je dois être fidèle, donc je ne dois pas sentir cet amour? Ou est-ce qu'en réalité, il y a un autre niveau à aller chercher? Et c'est ça qu'Uranus vient nous dire. Il vient souligner, il vient obliger, il vient nous presser, il vient nous pousser à aller chercher cet autre niveau d'amour qui touche la nature supérieure. Parce que dans cette nature divine de l'être humain, on peut réellement tous s'aimer l'humanité entière d'un amour très puissant, fort, comme dans le couple. Et là, vous allez dire, mais non, le couple c'est à part, c'est autre chose. Ça, c'est un discours pour l'ego. Parce que l'ego, effectivement, doit être fidèle pour qu'il soit fidèle. On doit l'encadrer. Et voilà, ça se passe un peu comme ça. Mais si on touche cette nature supérieure, on peut aimer autant là d'autres personnes. Il n'y a pas là de limite à l'amour. Il n'y en a vraiment pas. Vous pensez que, ah, mais Jésus, évidemment, il aimait tout le monde pour vrai. Il faut voir les grands exemples qui ont réellement touché leur nature supérieure. Parce que le défi, après, dans cet espace, c'est de s'illusionner que l'on touche notre nature supérieure alors qu'on ne le fait pas. C'est vraiment ça le grand défi. Et donc, à chaque fois, il faut oser se remettre en question plusieurs fois plutôt qu'une et vérifier. Est-ce que cet amour touche réellement la nature supérieure? Et on regarde. Est-ce qu'il y a des forces de l'ego, de cette nature, voilà, de l'être humain, où il y a des forces simplement du plan mental, du plan émotionnel, du plan physique, qui veulent absolument se manifester? Si oui, c'est une évidence, l'ego participe beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit peu de place pour la nature supérieure? C'est possible. Et donc, évidemment, on ne va pas pouvoir transformer toutes nos relations d'un coup, mais c'est une direction qu'Uranus nous demande de commencer à utiliser. Il nous pousse dans ce chemin. Et on le sait, quand nous n'écoutons pas Uranus, Uranus est prêt à tout briser, à tout casser.
Et vous le savez, entre les deux polarités Mars-Vénus, quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qui résulte? C'est la guerre. C'est la guerre entre les hommes et les femmes, entre les deux polarisations qu'il y a dans l'être humain. La guerre vient de là, d'un malencontreux échange entre Mars et Vénus, entre ces deux forces-là. Et la guerre vient vraiment de là. Puis quand Uranus vient enseigner à Mars-Vénus, lui dire, ça doit changer, il y a une stagnation qui doit changer, si on ne le fait pas doucement, par ce chemin tout doux intérieur d'un travail sur soi-même et qu'on se dit, oui, je vais chercher cet espace, eh bien Uranus, il a tous les droits d'aller détruire, amener la guerre, voilà, détruire les choses. Il peut faire ça parce que si le travail doux de son niveau de vibration à lui ne passe pas naturellement, sa vibration va venir détruire ce qu'il y a et ce qui prend la place et ce qui fait en sorte que la coupe est déjà pleine, on ne peut pas la remplir. Et donc il vient, et voilà, il vient détruire certaines choses dans ces espaces-là. Donc il peut détruire toutes sortes de choses, il peut détruire des couples, il peut détruire les relations entre pays. On en a déjà parlé de ça quand on a parlé de la paroi, pour ceux qui se rappellent. Eh bien voilà, entre Ukraine, Russie ou autre, il peut aller détruire des espaces là de façon intense. Uranus a tous les pouvoirs de faire ça. Il a vraiment une planète capable d'influencer de cette façon, de façon très puissante. Je ne dis pas ça pour faire des prévisions, je le dis pour que l'on puisse comprendre l'ampleur de ce travail, l'ampleur de l'importance de ce qui nous est demandé. Et ne croyons pas que la considération de l'amour n'ait pas ce niveau d'importance-là. C'est ultra crucial. Et voilà qu'Uranus nous dit, voilà, on va considérer les êtres que l'on aime, on va les regarder, et si j'étais capable de les aimer dans ce plan de mon moi supérieur, de ma nature supérieure, et si c'était possible, on va commencer à nourrir ça, tâcher d'imaginer, avoir certaines images, et ça va être différent pour plusieurs, et ça va être extraordinaire, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on aime autant quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on sent un amour énorme? Mais parce qu'à travers cette personne, on reconnaît des traces de notre âme. Ça veut dire notre âme sœur passe à travers cette personne au moins un petit peu. On pourrait dire un certain pourcentage qui est différent pour chaque personne, pour chaque échange, pour chaque relation. Et donc voilà, voilà, voilà ce qui se passe. C'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très grand. C'est de commencer à identifier, mais quelle facette de moi-même, de mon âme, est-ce que je reconnais dans l'autre? Et du coup, à chaque fois, dès qu'on sent beaucoup d'amour pour quelqu'un, c'est toujours bien. C'est toujours une bonne chose. Et on n'a pas besoin de faire semblant que je ne sais trop quoi, de transformer ça. C'est pas de l'amour, c'est autre chose, c'est de l'amitié. Hein, on va dire, c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Vous savez, quand on est, par exemple, en couple, et là, on rencontre une personne, il y a une force d'amour énorme qui circule, et là, on doit dire, mais c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Vous comprenez? C'est vraiment à côté de cette demande de Jésus qui nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire qu'il faut aimer beaucoup. Et donc, pourquoi commencer à camoufler de l'amour? Et c'est ça le carré de Mars et Vénus. C'est qu'on libère l'amour, mais après, comme on reste, que l'amour reste pris, parce qu'on a libéré l'amour entre parenthèses, libérer l'amour réellement, c'est quoi? C'est libérer la force d'amour du joug de notre ego sur lui. C'est ça, libérer l'amour pour vrai. Donc, il n'est pas réellement libéré. Libérer l'amour pour vrai, c'est ça. C'est dire, ah ah, je sens beaucoup d'amour, donc il y a une force reliée à ma nature supérieure, reliée à mon âme, que je reconnais dans l'autre. Et c'est d'aller voir, d'oser aller voir, mais de quelle force est-ce qu'il s'agit? Quelle est la nature de cet amour? C'est s'amuser à aller se reconnaître notre âme à travers ceux que l'on aime. Et ça ne demande en rien d'avoir une relation sexuelle avec la personne, de devoir redéfinir sa sexualité parce que là, on ne sait pas trop c'est qui, c'est quoi. Donc, on n'est pas là-dedans du tout, là. Il n'est pas question de ça. Il est question de reconnaître un amour très fort, de reconnaître son âme dans la personne.
Et là, vous allez dire, mais comment on fait pour reconnaître son âme? Des minutes. Minutes. Premièrement, il faut être en contact de plus en plus avec son âme, il faut avoir une réceptivité, il faut prendre un temps. C'est pour ça la méditation, les endroits de réflexion, ça sert à ça, là. Ça sert à se familiariser de plus en plus avec notre âme. Et donc, on prend un temps pour voir. Disons qu'on aime une personne énormément et que nous ne sommes pas en couple avec. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un et qui sentent beaucoup d'amour, en général, comme on veut être en couple, on va dire je sens beaucoup d'amour, c'est pour la relation, ça y est, en plus, c'est une personne du sexe qui m'attire, donc ça y est, c'est sûr que c'est l'amour qui est là. Mais pas nécessairement du tout. C'est pour ça qu'il y a tellement de couples qui, après, voilà, sont ensemble, après ne sont plus ensemble, etc. Mais parce que, est-ce que réellement c'était un couple qui était le destin parfait pour cette relation? Pas nécessairement, mais comme notre point de vue sur l'amour habituel, c'est toujours, on pousse vers relation sexuelle, couple ou toutes les autres choses qui ont été inventées autour de ça. Ça pousse vers ça en ce moment. Et la jeunesse reçoit ça. On est dans un espace de libération, mais avec cette poussée de l'ego qui est encore immense. Et ça, c'est les fausses libertés, c'est les fausses libérations. Bon. Alors, on rencontre quelqu'un qu'on aime beaucoup, énormément, et plus on aime, mieux c'est. Hein? Faut pas croire, oh, j'aime un peu trop. Non, non. Plus on aime, mieux c'est. C'est bon d'aimer beaucoup. Et on se rend compte, c'est probablement pas pour une relation de couple. C'est probablement pas pour la sexualité, pour avoir des enfants, pour tout ce qui vient avec tout ce monde. C'est probablement pas pour ça. Et donc là, on se dit, très bien, pas de problème. Je peux aimer beaucoup. Et pour aimer beaucoup et se sentir libre dans cet amour sans sentir qu'il faut aller dans ces mondes de sexualité, de couple, de tous ces trucs, eh bien voilà comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet amour-là? Parce que là, il y a une énergie qui est déclenchée. Si on plonge dans notre ego et qu'on reste dedans, c'est sûr que ça va vouloir prendre ce chemin. C'est impossible que non, presque. C'est trop fort, l'amour, c'est puissant, là. Et donc, c'est sûr que ça va vouloir prendre ce chemin. Mais s'il y a d'autres chemins, quoi faire avec cette force? Ben, faire exactement, entre autres ce que Jésus a demandé, mais tous les grands maîtres ont demandé ça, hein, de l'amour sur terre. Ils ont tous demandé ça. Ben, c'est d'aller voir, OK, je prends par exemple un temps de réflexion, de méditation, peut-être que dans mes rêves, ça va me venir, ça dépend de votre propre sensibilité, de prendre un temps et de regarder qu'est-ce qui est beau chez l'autre, qu'est-ce que vous aimez là, vous en régaler des mois et des mois sans arrêt juste à y penser. Qu'est-ce qui est si doux, qu'est-ce qui est si beau? Et là, tranquillement, vous allez le voir de mieux en mieux et doucement, vous allez réaliser à quel point ça, ce trait-là, vous allez vous reconnaître dedans. Et doucement, c'est même une façon de découvrir son âme à soi-même, parce que c'est toujours notre âme sœur, donc une partie de notre âme à nous, qui n'est pas nécessairement en nous maintenant, qui correspond à celle qui reste dans cet espace solaire, symboliquement en tout cas, cet espace du soleil, qui vient passer à travers l'autre, et on se reconnaît dedans, et on aime ça, et on se régale de ça, on pourrait passer notre vie juste à regarder cet espace et à aimer cet espace. Voilà. Voilà une chose que l'on peut faire quand on sent beaucoup d'amour. On peut le faire en couple aussi, mais c'est tellement pertinent de le nommer par rapport à tous ces autres espaces d'amour qui se sont soi-disant libérés. Si on veut libérer l'amour pour vrai, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec cette force sexuelle qui en réalité n'est pas que la force sexuelle. C'est qu'on imagine que la force sexuelle, c'est voilà, c'est le sexe, et voilà, s'il n'y a que ça. Pas du tout. La force sexuelle est reliée à toute la colonne des chakras. C'est relié à toutes ces forces différentes qu'il y a dans l'être humain. Donc, quand on l'utilise que dans cet endroit, c'est bien cet endroit, il est formidable. Et d'ailleurs, il n'agit pas que dans le plan matériel. Il y a des forces qui agissent dans d'autres plans aussi, avec ce même chakra-là. Donc déjà, de le limiter que à la relation sexuelle extériorisée, c'est très limitant. Mais en même juste de le limiter à cet espace du deuxième chakra, là, de ce chakra-là, eh bien, ça aussi c'est limitant, parce que cette même force, c'est la même qui circule partout. Et donc imaginez tous les échanges qui peuvent avoir lieu entre des êtres humains, du même sexe, de sexe opposé, de tout ce que vous voulez. Là, c'est complètement ouvert et naturel et grand et libre. Et voilà un espace immense qui s'ouvre à nous. Et quand on ouvre cet espace, mais l'espace du couple, c'est autre chose soudainement. Ce n'est pas pareil.
c'est un autre type d'espace. Parce qu'on a ouvert l'amour. Pour vrai, on l'a libéré. Le couple n'est pas cet endroit où, voilà là où l'amour se manifeste seulement. Puisque l'amour se manifeste partout. Normalement, c'est ça. Oui, c'est un symbole où l'amour coule, c'est normal. Il y a les deux principes qui sont présents. D'une façon ou d'une autre, n'importe la sorte de couple que nous avons, il y a quand même les deux principes d'une façon ou d'une autre qui se manifestent là. Donc. Et c'est le deux de toute façon qui s'unit. Oui, c'est une forme d'amour, mais ce n'est pas que ça le couple non plus. Il y a d'autres forces derrière. Il y a des alliances pour l'incarnation. Il y a des alliances reliées à l'incarnation comme telle. Et ça, ce n'est pas des choses qui se font entre toutes les personnes. En astrologie, c'est la fameuse maison 7. Ces alliances qui vont très loin, qui vont jusque dans avoir des grandes conséquences dans l'incarnation. Bon, je ne vais pas développer sur la maison 7 maintenant, ce n'est pas le moment. Mais vous voyez un peu le point de vue, ce qu'Uranus nous amène, et il nous demande d'aller faire ses pas, de changer ses perceptions sur l'amour, de les faire avancer. Et il ne s'agit pas de reculer en arrière de 2 millénaires en arrière, il s'agit d'avancer. C'est un chemin qui va en avant, pas en arrière. Ça veut dire que tous les changements actuels, on les reconnaît, on comprend que c'est bien, on comprend qu'on est en train de libérer l'amour, mais pour le libérer pour vrai, ça ne s'arrête pas là, parce que sinon, c'est l'inverse d'une libération qui va arriver. Ça va être une tour de Babel dans le monde de l'amour où on ne comprendra plus personne. Alors qu'en réalité, il faut libérer beaucoup plus cet amour, se permettre d'aimer beaucoup plus de personnes, et quand on sent un amour fort envers quelqu'un, se dire merci Seigneur de me montrer cette partie-là de mon âme sœur, cette partie de mon âme. Merci de m'aider à la découvrir. Je vais méditer sur cette personne, je vais me concentrer sur cet amour-là, la nature de cet amour, qu'est-ce qui en découle, et découvrir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est formidable. Et on peut le faire qu'on soit en couple ou pas. Les deux fonctionnent évidemment. Parce que l'amour n'est plus exclusif au couple. Ça, cette vision-là, est très enfermée dans ce monde égotique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment, très important, de sortir de là et d'arrêter de croire que en dehors du couple, ce qu'on nomme amour, mais ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'amitié. Ce qu'on nomme amour, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est d'endurer les autres. Parfois, c'est ça. Alors, c'est de se réaliser que l'amour, c'est de l'amour. L'amour, c'est quand l'âme, on le voit. Âme et our. Aour, c'est la lumière. Et l'âme, c'est l'âme ou l'amour. Ça veut dire on voit la lumière de l'âme à travers l'autre. Et voilà. Uranus nous demande de faire les pas dans cette direction. Si on les fait bien, on pourrait être surpris à quel point nous sommes capables de prendre soin de résoudre les guerres qu'il y a sur Terre, d'amener la paix sur Terre. Les violences, les guerres, toutes ces formes de crimes-là sont vraiment reliées aux tensions Mars-Vénus. Là, on a un carré Mars-Vénus. On a Uranus qui fait carré au luminaire. C'est dans nos mains. On pourrait dire, ah, ce sont des aspects terribles. Mais pas du tout si on l'utilise dans le bon niveau. Si on utilise Uranus dans son plan de lumière, oh, mais c'est une occasion extraordinaire pour enfin faire avancer cette question de l'amour dans notre belle humanité. On va l'aimer de plus en plus et on va s'aimer énormément. Et ça va être vraiment très beau là, parce que l'âme va descendre sur terre de plus en plus. Et quand l'âme descend sur terre, la paix suit. Ce n'est pas long. Ça arrive tout de suite. Voilà. Donc, partagez abondamment cette vidéo. Moi, je la trouve très importante. C'est un sujet extrêmement simple et subtil à la fois. Comment reconnaître l'âme, ce moi supérieur, c'est probablement la chose la plus difficile à faire dans cet espace-là. Alors, simplement, évidemment, si vous voulez approfondir tout ça, vous êtes habitué, c'est le parcours astrologie.life où je fais, par exemple, de cette vidéo la même thème, la même thématique, mais plus approfondie, avec plus d'exemples, plus de détails, dans un espace plus protégé entre vrais passionnés de développement intérieur personnel, d'approfondissement du langage universel de l'astrologie.
Et j'en profite aussi pour vous annoncer et vous répéter que j'ai commencé une série de vidéos pour démontrer à quoi sert l'astrologie bien au-delà des prédictions. Je sais que je le fais déjà dans les vidéos de nouvelle lune, pleine lune, mais pour certains, ça paraît pas trop. Certains s'attendent à ce que ce soit des prédictions, ces vidéos-là. Sur YouTube, là, ça, je l'entends assez souvent. Mais donc maintenant, il y a vraiment une série qui est faite exprès pour élargir la vision habituelle de quelqu'un qui n'a pas déjà peut-être creusé dans le monde de l'astrologie pour réaliser à quoi sert réellement l'astrologie, et donc d'autres points de vue. J'en ai fait une vidéo sur les 4 accords Toltec vus par l'astrologie. Je vous le suggère fortement. Il y en a eu d'autres sur le film Encanto de Disney, par exemple, sur les 12 travaux d'Hercule. Ça, j'ai commencé. Je vais en faire une à chaque mois, normalement, si je tiens le coup. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais voilà, je me propose de faire ça. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller chercher ces espaces pour approfondir vraiment notre connaissance et de comprendre à quoi sert réellement l'astrologie et sortir de cet espace un peu charlatan là, de prévision tout le temps, qu'on n'en peut plus en fait pour tous ceux qui aiment vraiment l'astrologie et aussi pour ceux qui veulent partager ces sujets avec des personnes qui trouvent que l'astrologie c'est du charlatanisme à cause justement de ce monde de prédiction qui met vraiment l'emphase sur ça. Voilà. Donc, je vous convie à ça. Puis évidemment, ça, je crois que je ne l'ai peut-être jamais demandé en astrologie ou presque. Ben, si vous pouvez liker les vidéos. Si vous aimez le contenu, là, likez les vidéos, c'est super précieux en passant. Ça aide à ce que plusieurs autres personnes puissent en profiter. Si vous les partagez, ça aide encore plus. Vous mettez un commentaire, ça aide aussi. Tout ça fait que ça propage de plus en plus ces notions-là de l'astrologie que moi j'appelle vivante, parce qu'il s'agit, oui, de notions astrologiques qui sont là, mais on les intègre dans un vécu réel, un réel besoin, un travail intérieur, quelque chose qui, pour moi, est justement vivant. Voilà. Donc, merci à tous. Puis évidemment, abonnez-vous. Si vous vous abonnez et vous voulez avoir des notifications, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche de toutes les notifications. Comme ça, vous serez averti quand une nouvelle vidéo sort. Normalement, c'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur type de notification possible. Donc, merci à vous. À très bientôt pour la suite.